Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, drame familial à Lusillé. Une femme d'une quarantaine d'années a été gravement blessée par un coup de fusil. Son époux a été interpellé par les gendarmes. Emmanuel Macron, futur président de la France, ses militants de Touraine y croient. Mais qui sont-ils et pourquoi ont-ils été séduits? Et puis enfin, autre opération séduction, mais cette fois à destination des touristes qui voudraient venir visiter les châteaux de la Loire à Noël. Une grande campagne de promotion a été lancée hier à Paris. Nous retrouverons Aurélie Renaud en direct du château royal d'Amboise qui nous en dira un peu plus. Et on commence avec ce fait divers, je vous le disais, à Lusillé, près de Chenonceau. Hier soir, une femme âgée d'une quarantaine d'années, habitant dans une ferme isolée, a reçu un coup de fusil dans le ventre. Elle a malgré tout réussi à appeler les secours. Sur les lieux, un important dispositif de gendarmerie avait été mis en place. Ce mercredi matin, l'époux de la victime, dont elle était séparée, a été interpellé par les gendarmes à Nîmes. Aurélie Renaud. Voici le domicile de cette femme de 47 ans, blessée par balle au ventre hier. Nous sommes à Lusillé, dans cette petite maison isolée située dans le lieu-dit Noiset. C'est la femme elle-même qui appelle les secours. Elle est gravement blessée. Elle est aussitôt transportée au CHU de Tours. Ses jours ne sont plus en danger. D'après le parquet de Tours, le principal suspect est son ex-mari, dont elle est séparée depuis plusieurs années, un homme de 56 ans qui habite Nîmes, dans le Gard. Dès hier soir, un gros dispositif de recherche a été déployé par les gendarmes d'Indre-et-Loire et ceux du Gard. Finalement, l'homme a été interpellé ce matin sur la rocade de Nîmes. Il a été placé en garde à vue. Il aurait donc fait 7 heures de route mardi pour se rendre au domicile de son ex-femme avec une arme dans son véhicule pour lui tirer dessus. Il pourrait donc s'agir d'une tentative d'assassinat. On ignore aujourd'hui les raisons de son geste. L'enquête qui vient de débuter devrait apporter plus de précisions ainsi que l'audition du suspect par les gendarmes d'Indre-et-Loire qui doivent se rendre sur place. En bref, les suites de l'incident d'hier au Sanitas, une rupture de canalisation qui a coûté la vie à une locataire. Ce matin, 517 logements étaient toujours privés de chauffage et d'eau chaude. La remise en eau était prévue en fin de journée. Quant aux canalisations, elles ont toutes été évidemment vérifiées. Politique maintenant, le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche tenait hier soir son premier rassemblement en Indre-et-Loire. Plus de 900 militants dans le département soutiennent actuellement la candidature de l'ancien ministre de l'économie. Emmanuel Macron, âgé de 38 ans, dit vouloir rassembler tous les Français. Mais qui sont ces marcheurs qui roulent pour lui? Pourquoi ont-ils quitté les partis traditionnels pour le rejoindre? Élément de réponse avec Florent Clavel qui était avec eux hier soir à Villandry. Nous y arriverons. Parce que cette énergie, c'est la vôtre. Abemous, Macron. Ce mardi soir, la petite salle de Villandry est pleine de marcheurs. Des pèlerins de la politique moderne, emmenés par celui que tout le monde appelle par son prénom, Emmanuel. Ici, le mot bienveillance fait écho à la fraternité de Ségolène Royal en 2007. En Marche prône d'abord la bienveillance. Voilà. L'écoute, c'est le retour de l'intelligence dans le discours politique. Ce que ces militants aiment d'abord chez Emmanuel, c'est une idée simple, absente des partis traditionnels, disent-ils. Être associé à la construction du programme. C'est pour ça que je fais partie de ce mouvement En Marche, parce qu'on nous demande vraiment notre avis et en même temps, on va co-construire le parti. Comme Olivier, plus de 900 personnes ont déjà adhéré à la philosophie Macron dans le département. Avec Emmanuel Macron, demain, c'est aujourd'hui. Les fameux CSP+, cadres, médecins, chefs d'entreprise, enseignants. Autre profil, les étudiants. Macron, 38 ans, un jeune qui parle aux jeunes, selon eux. Et je pense clairement qu'en fait, à partir du moment où on fait confiance en sa jeunesse et qu'on lui met les armes entre les mains pour créer le monde de demain, je pense qu'elle est capable de le faire. Et moi, c'est clairement ce qu'on m'a proposé, c'est clairement ce que j'ai envie de faire. À grand renfort de clips vidéo, la salle est galvanisée. Ceux qu'on appelle les transfuges commencent à sortir de l'ombre. D'anciens apôtres du PS ou de l'UDI, autant déçus par leur ancien parti que séduits par leur nouveau mage. L'humanisme et la liberté. Et c'est vrai que à l'UDI, on est dans le jeu de la politique politicienne. Et c'est une des raisons pour laquelle je me retrouve plus dans l'UDI. Je suis toujours socialiste quelque part. Mais disons que je suis un socialiste plus progressiste que les socialistes du Parti socialiste actuellement. Parmi les prises politiques locales du mouvement En Marche, le maire socialiste de Bléré ou encore l'ex-maire de La Riche.
D'autres collaborateurs ou militants PS temporisaient un peu hier soir avant de s'exprimer face caméra. Beaucoup avaient cette phrase « Je ne vais pas me faire que des amis ». Politique toujours, mais cette fois-ci un peu plus au centre. Le centre qui explose. Maurice Leroy et Hervé Morin s'apprêtent à créer un nouveau parti centriste pour soutenir François Fillon à l'élection présidentielle et sauvegarder ainsi le nombre de députés centristes aux législatives. Ils l'annonceront lors du congrès du nouveau centre le 11 décembre prochain, actant ainsi le divorce avec le reste de l'UDI dirigé par Jean-Christophe Lagarde qui avait lui soutenu Alain Juppé à la primaire. Économie maintenant, et c'est une première, 5 châteaux du Val-de-Loire ont décidé cette année de s'associer pour faire une opération de communication de leur site commune. L'enjeu, capitaliser sur Noël bien sûr et dynamiser la fréquentation à ce moment de l'année. Depuis hier, une grande campagne de promotion a été lancée à Paris par l'agence départementale du tourisme qui a déboursé près de 90 000 € pour cette opération Noël au pays des châteaux. Des affiches que l'on pourra apercevoir gare Montparnasse et Saint-Lazare notamment. Mais ce soir, nous restons en Touraine et nous prenons la direction d'Amboise pour y retrouver Aurélie Renaud en direct du Château Royal. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, nous sommes dans la salle du Conseil et malgré ce beau feu de cheminée réservé pour Télétour, j'ai la voix cassée, je suis désolée, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, la salle du Conseil, c'est une des salles dans laquelle vous pourrez admirer tout ce qui se passe au niveau des festivités de Noël. On a par exemple ici la grande crèche puisque le château a décidé de faire des spectacles, des visites guidées et des contes de Noël, de dédier ce mois de décembre à Noël. Alors, je ne suis pas seule finalement. Le château est fermé, mais on n'est pas seul. Jean-Louis Sureau, bonsoir. Vous êtes le directeur du Château Royal d'Amboise. On souhaite capitaliser sur cette saison qui est relativement basse, on peut le dire. Mais vous avez déjà flairé, il y a un petit moment, l'axe Noël qui est vecteur de fréquentation. Oui, ce que l'on a observé depuis plusieurs années, en fait, c'est que dans cette période de fin d'année, il y avait un accroissement de la clientèle. Donc, c'est 3 semaines, en gros, autour donc de Noël et du jour de l'an. Et d'année en année, on voit un flux de plus en plus important. Et donc, on s'est dit qu'il fallait accompagner, encourager ce flux dans une dynamique qui soit une dynamique spécifique aux fêtes de fin d'année pour séduire le public dans cette période de calendrier tout à fait spéciale. Alors, on va quand même se mettre juste derrière la crèche parce que là, on n'y voit rien. Allez-y, rapprochez-vous. Donc, Chenonceau, Azay, Langeais, la forteresse de Chinon et le château d'Amboise souhaitent capitaliser sur cet événement. Ici, à Amboise, on reçoit à peu près 2 tiers de franciliens. C'est vraiment vers eux que cette communication est axée. Gare Montparnasse, gare Saint-Lazare également. Mais pas seulement. On veut également que l'hémisphère sud, qui est en vacances, viennent dans les châteaux. Ce qui se passe, c'est-à-dire que presque toute l'année, c'est la même chose. C'est-à-dire que le pôle distributeur du tourisme dans notre région, c'est principalement la région parisienne. Alors, évidemment, du fait de la proximité, les gens de la région parisienne, dans cette période hivernale, peuvent venir facilement en Val-de-Loire. C'est quand même un petit peu au sud de Paris. Normalement, il fait assez doux dans notre région pendant cette période. Et puis, c'est aussi, Paris, pendant ces fêtes, une zone où beaucoup de touristes étrangers et effectivement lointains, je pense en particulier aux Brésiliens. Les Brésiliens ne connaissent pas l'hiver, d'une certaine façon. Ils ne connaissent pas le froid, etc. Et donc, ils ont une idée qui est presque une sorte de mythe de ce Noël en Europe. Et je crois que nous avons un pouvoir de séduction à l'égard de ces clientèles, donc françaises, mais aussi plus lointaines. On va se diriger dans une deuxième salle rapidement. Le château va bientôt fermer. Enfin, il est fermé, puis vous allez peut-être rentrer chez vous à un moment aussi. On arrive dans une autre salle, la autre ambiance, puisqu'en fait, le château, dans chaque pièce, il y a une ambiance de Noël. Ici, on est dans la salle, je regarde la petite étiquette de Les Chansons. C'est quoi la salle de Les Chansons? Alors, Les Chansons, c'est le personnage extrêmement sympathique, puisque c'est celui qui sert à boire à la table du roi. En fait, évidemment, les fêtes de fin Noël, d'année, et Noël, c'est aussi des moments où on se retrouve à table et la gastronomie, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre culture. À la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, cette sorte de période mythique pour les châteaux de la Loire, eh bien, il y a une sophistication qui s'opère dans l'alimentation, notamment avec l'apparition de beaucoup de mets sucrés, et c'est ce que l'on a voulu évoquer en dressant une jolie table pour montrer qu'il y avait donc un raffinement à la table du roi et que ce raffinement à la table du roi va se diffuser au fil du temps à l'ensemble des tables.
évidemment la table à Noël, c'est quelque chose d'important. Dernière petite question, on espère que les châteaux qui participent à ce programme multiplieront, il y aura une augmentation de 25% de la fréquentation durant le mois de décembre. On rivalise avec l'Est de la France et les marchés de Noël rapidement. Oui, on a un peu copié le modèle, c'est-à-dire que pendant des années, l'Alsace a vanté donc les marchés de Noël. Notre région a un pouvoir de séduction, c'est Noël au pays des châteaux. Le pays des châteaux, ça fait rêver, c'est bien dans l'esprit de Noël et je suis certain, je ne sais pas si ça sera 25%, mais je suis certain qu'au fil du temps, la fréquentation va augmenter et au bénéfice de tous, c'est-à-dire c'est une dynamique collective dans laquelle la Touraine et le Val-de-Loire ont une place éminente. Merci Jean-Louis Souron et on rappelle donc que cette opération commence le 3 décembre et qu'elle se poursuivra jusqu'au 8 janvier. Merci Aurélie et soignez donc du coup votre voix. On revient à Tours. Ils avaient été nombreux à donner de leur argent pour la rénovation de la basilique Saint-Martin de Tours. 900 donateurs de toute la France, de Suisse ou même encore des États-Unis. Résultat, plus de 500 000 € récoltés. Hier soir, plus de 400 de ces mécènes étaient invités par la ville de Tours pour une soirée de remerciements. Le maire Serge Babary leur a remis à chacun une brique du dôme, symbole fort de leur participation. En Indre-et-Loire, 14 000 familles seraient en attente d'un logement social. Début 2019, certaines pourront peut-être emménager dans le tout nouveau quartier des casernes de Tours. La mairie vient de signer un compromis de vente avec l'État pour racheter l'ancienne caserne Beaumont-Chauveau, inoccupée depuis 2009. 10 hectares, 600 appartements et parmi eux, 20% seront réservés pour des logements sociaux. Sébastien Branger. Aujourd'hui, ce sont de très hauts et tristes murs qui encerclent le quartier des casernes. Mais d'ici 2019, ce sera un espace ouvert avec un parc de près de 1 hectare au cœur de ce quartier qui regroupera 600 logements. 600 logements, ça veut dire près de 2000 habitants à un moment donné. On ne peut pas imaginer un tel quartier nouveau sans qu'il y ait autour des facilités diverses pour la population, aussi bien en termes d'écoles que de commerce, que de services divers. Et donc oui, il y aura tout cela et il y aura surtout un grand parc, puisque ça a été présenté, de près d'1 hectare. En fait, on a dit que c'était un parc habité, ce nouveau quartier, je retiens l'idée. L'État et la mairie de Tours ont signé aujourd'hui la vente du terrain pour 2 700 000 € avec une prise en charge de l'État de près de 2 millions d'euros. Une ristourne importante qui tient à une condition, qu'il y ait 20% de logements sociaux dans cette nouvelle aire urbaine. L'État, il demande de construire plus de logements sociaux, là où c'est nécessaire, et en même temps, il aide des territoires à construire des logements, et lorsque c'est des logements sociaux, il accepte en quelque sorte de vendre moins cher ses propriétés, son foncier, ses immeubles, pour faciliter la création de logements sociaux. Véritable lieu de vie avec ce grand parc, le bâti devrait s'intégrer dans la trame urbaine avec douceur. Des bâtiments qui auront une hauteur sur la partie centrale qui sera plutôt des hauteurs que l'on voit ailleurs, de rez-de-chaussée plus 4, 5, 6 niveaux. Et puis au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, donc du parc, et qu'on arrive sur les limites directement en lien avec des habitations existantes, on aura des bâtiments qui descendront en hauteur et pour venir finir sur des bâtiments plus sages en termes d'hauteur à rez-de-chaussée plus 1, 2 niveaux. Les premiers coups de pelle débuteront en 2017 pour normalement se finir en 2019. En sport, le TFC continue sur sa lancée malgré un nul décroché à Clermont hier, 0-0 et 2 expulsions de Maoulida et Filippi. Les coéquipiers de Brian Bergognous sont tout de même revenus avec 1 point, ô combien précieux. Les joueurs de Fabien Mercadal ont su montrer leur détermination en gagnant notamment tous leurs duels. De bon augure donc pour leur prochain match face à Laval. Laval entraîné par un certain Marco Simone. Ce sera le 9 décembre à la Vallée du Cher. Sport toujours avec le TVB cette fois qui s'est imposé 3-7-1 hier soir face à Saint-Nazaire en 8e de finale de la Coupe de France. Saint-Nazaire qui évolue en Ligue B n'a rien pu faire face à l'Ogre Tourangeau, hormis glaner le 3e set à l'arraché 25-23. Qualification donc assurée pour le TVB qui file en quart de finale. Des quarts de finale qui se dérouleront le 13 décembre prochain. Prochain rendez-vous en tout cas pour les joueurs de Giampaolo Medei vendredi à Paris en match de championnat. L'an dernier en France, ils étaient près de 6 000 à découvrir leur séropositivité, un chiffre qui reste important et qui varie d'une région à l'autre, le centre Val-de-Loire étant la 3e région ayant le taux le plus élevé.
Demain, plusieurs actions seront menées un peu partout en France pour sensibiliser au dépistage dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour en parler, nous accueillerons dans un instant Guillaume Gras, infectiologue au CHU de Tours. A tout de suite.